Super, bah merci beaucoup en tout cas de participer à cette deuxième conférence d'un petit cycle de conférences, qu'il va y en avoir 5 ou 6, on va voir, qui a commencé, on va dire, cet automne à la rentrée, au mois de septembre. La première était dédiée beaucoup aux planètes du système solaire. On s'est beaucoup intéressé en fait à la surface de ces planètes et puis à ces atmosphères. Celle d'aujourd'hui, on va plus s'intéresser aux étoiles. On va parler un petit peu des étoiles, puis en particulier le Soleil, mais on va aussi un petit peu parler d'autres étoiles. Et on reviendra sur les planètes, mais pour parler plus de leur structure interne lors de la conférence suivante, fin novembre. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu, puis les conférences d'après, 4, 5, seront davantage sur mes travaux de recherche. Mais on y va progressivement, ça me permet de faire un petit peu une introduction. Alors pour ceux qui n'ont pas participé à la première conférence, ce n'est pas grave, je vous rassure. Euh, il y aura, ça ne se suit pas forcément, hein. On a parlé des planètes, on va parler plus des étoiles. Ceux qui l'ont suivi, ben c'est bien, vous allez voir qu'on répète certaines choses. Et bon, la répétition fait partie de la pédagogie, donc c'est plutôt une bonne chose. Je me permets du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, de me représenter, ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Ludovic Petit-Demange. Je suis chercheur CNRS en astrophysique dans un laboratoire qui s'appelle le LERMA, qui est un laboratoire de l'Observatoire de Paris. Donc, je travaille à Denfert-Rochereau, ça se trouve à Paris, dans le 14e. Et j'ai un sujet de recherche qui porte particulièrement sur les champs magnétiques des planètes et des étoiles. Donc, c'est pour ça qu'on parle à la fois de planètes et d'étoiles et qu'on va un petit peu jongler sur ces différents objets astrophysiques. En plus de ça, c'est quelque chose qui est extrêmement attractif en ce moment, puisqu'on a plein d'observations, on comprend de plus en plus de choses. Alors moi, je suis physicien, et c'est pour ça que ce cycle de... Je suis astrophysicien, mais physicien. Donc ce cycle de conférences va porter essentiellement sur des phénomènes physiques. Et j'espère vous faire comprendre des phénomènes physiques. Et vous allez voir qu'avec un petit peu de principes de physique simple, eh bien, on arrive à comprendre des objets assez complexes, comme la dynamique des étoiles, ce qui peut bien se passer à l'intérieur des étoiles. Donc, eh bien, encore une fois, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. C'est des conférences qui se veulent plus des médiations scientifiques, donc qui se veulent interactives. Donc, n'hésitez pas à me couper, à discuter. Et puis, si je vois que ça part trop dans tous les sens, bien sûr, j'essaierai de recadrer pour quand même que ça reste dans le fil conducteur de la conférence. John Silva a rejoint la réunion à l'heure. Ah bah, c'est super. On a plein de gens qui y arrivent en plus, alors tant mieux. On va pouvoir commencer et continuer. Alors, je reclique dessus. Donc, juste un petit peu pour vous immerger, des étoiles. Évidemment, il y en a des milliers, des milliards. Et puis, ces étoiles-là, elles ont toujours suscité la curiosité parce que dans le ciel nocturne, eh bien, nos amis voyants en voient énormément. Et puis, évidemment, à une époque où il n'y avait pas la télévision, Netflix, tout ce qu'on a maintenant pour nous divertir, nos anciens passaient beaucoup de temps à observer le ciel. En plus de ça, ils avaient vraiment une qualité de ciel incomparable à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Maintenant, avec nos lampadaires, avec toutes les activités humaines, on a beaucoup de pollution lumineuse, hein. J'ai tendance à dire un petit peu au déficient visuel, la pollution lumineuse, il faut que vous imaginer, c'est comme si euh, on écrivait une feuille en braille, pour ceux qui lisent le braille, et puis qu'on réécrivait par-dessus. Vous voyez, on la remet dans la Perkins, et puis on réécrit plein de points dessus. Il y a des fois des mots où on a de la chance, on arrive à les distinguer, et puis en fait, souvent, les points sont un peu les uns sur les autres, et du coup, on n'arrive pas à distinguer, à lire les lettres. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que là, vous avez plein d'étoiles qui sont proches les unes des autres, et du coup, l'œil humain n'est pas capable de les discerner, de les distinguer les unes des autres. Puis il y a des endroits où, au contraire, dans le ciel, quand on regarde vraiment, quand on lève la main, la tête, on lève les yeux au ciel, ah bah, il y a des endroits qui sont sombres. Puis au contraire, il y a d'autres endroits qui sont très lumineux. En particulier, il y a une bande lumineuse dans le ciel. Donc a priori, si elle est lumineuse, c'est qu'il y a beaucoup d'étoiles. D'accord? Et encore une fois, on a du mal à distinguer les étoiles les unes des autres parce que justement, il y a tellement d'étoiles, finalement, que dans le ciel, ça apparaît un petit peu comme une bande laiteuse, d'où le nom de Voie lactée. Comme s'il y avait une couche de lait un petit peu, parce que le lait, c'est blanc, si vous voulez, qui est dans le ciel. C'est assez drôle, ça, hein. On pourrait vraiment se poser la question déjà, à votre avis, on vous dit qu'il y a des milliards d'étoiles. Alors quand on regarde à l'œil nu, avec un ciel assez
assez pur, on peut voir 3 000 à 4 000 étoiles, mais pas des milliards d'étoiles. Évidemment, pour ça, il nous faut des instruments extrêmement perfectionnés, hein. Mais en tout cas, c'est assez drôle cette distribution en fait, d'étoiles dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits qui sont plutôt sombres, à votre avis, déjà? Alors, n'hésitez pas, hein, on a le droit de dire des bêtises, je dis plein de bêtises tout le temps. D'ailleurs, je vais aller chercher ma fille qui aime bien dire des bêtises. Attendez, parce qu'elle était censée assister à la conférence. Sandrine, c'est bien que tu veux assister à la conférence. Ah, j'ai commencé. Voilà, ça vous a laissé le temps de réfléchir, j'espère, et à me proposer des réponses. Alors, on comprend bien. Est-ce que les endroits, il y a moins d'étoiles? Alors, c'est possible, ça. Je vous dis que dans l'univers, il y a énormément d'étoiles. Est-ce que ça peut être des trous noirs? La poussière. Alors, des trous noirs, il ne faut pas imaginer qu'un trou noir, c'est quelque chose d'extrêmement grand, hein. Ça va être quelque chose qu'on ne voit pas, puisqu'il est noir. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bah, s'il y a un trou noir, du coup, c'est effectivement sombre. Mais ça ne va pas représenter dans le ciel une grande surface. Ça va être quelque chose d'infiniment petit. Comme les étoiles, quand on voit une étoile, c'est un point dans le ciel, hein. C'est parce que ces étoiles sont extrêmement loin. Le soleil, la journée, on le voit un petit peu, les voyants, vous imaginez, ils voient ça avec la même taille que si vous tendiez votre bras, vous fermez le poing, bon ben voilà, ça représente à peu près cette surface-là dans le ciel. En perspective, hein. Donc c'est pas très, c'est un point le soleil parce qu'il est quand même proche de nous, hein, d'accord? Mais il est quand même à 150 millions de kilomètres, donc même si on va le voir, il est assez gros. La réunion à l'heure. Il prend pas tout le ciel, hein. Le soleil reste quand même une petite boule. C'est une spirale. Alors, pour l'instant, on ne parle pas de spirale. Il ne faut pas anticiper. Et c'est pas justement cette bande blanche particulière que l'on voit, c'est juste la mais je ne parle pas de la bande blanche, hein. Pour l'instant, je parle des zones qui sont sombres, au contraire. Est-ce que ça peut être des étoiles mortes? De la poussière et des gaz. Alors, justement, qu'est-ce qui, à votre avis, peut cacher, par exemple, le soleil la journée? Qu'est-ce qui pourrait bien se dire, ah, Des nuages. on voit plus, ouais. Bah, voilà, c'est des nuages. Eh bien, il faut vous imaginer qu'effectivement, bien sûr, l'univers, notre galaxie, tout le milieu qui se trouve entre les étoiles, c'est essentiellement du vide. Mais tout de même, il y a beaucoup de nuages. On va le voir d'ailleurs, des nuages qui donnent naissance à des étoiles. Il y a beaucoup de nuages moléculaires qui sont des nuages énormes avec de la poussière, avec énormément de choses. Mais toute l'information qui nous arrive, toute la lumière est produite par les étoiles, mais elles ne peuvent pas traverser ces nuages. Au contraire, du coup, quand il y a ces nuages qui sont dans le ciel, eh ben, ils vont pas assombrir, parce que c'est pas ça, c'est ce qu'on dit pour des nuages terrestres, mais ils vont en tout cas nous cacher les étoiles qui se trouvent derrière ces nuages. C'est ça qui est très difficile, c'est que depuis notre Terre, on voit un monde en 2 dimensions finalement. On ne voit pas ce qu'il y a à chaque fois derrière les objets. D'accord? Eh bien, derrière les nuages, bien sûr, il y a plein d'étoiles, parce qu'on a dit qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans l'univers. Mais on ne les voit pas, il y a un endroit où c'est sombre, tout simplement parce qu'entre ces étoiles et nous, il y a des nuages. D'accord? Ah, mais il ne faut pas imaginer que ce sont des nuages qui passent, hein. C'est des nuages qui ont des tailles énormes, qui sont en mouvement, parce que tout est en mouvement, mais qui restent même à cet endroit-là, c'est-à-dire entre les étoiles et nous. D'accord? Donc effectivement, il y a aussi des endroits, on va voir les images. Il y a aussi des endroits où vous voyez énormément d'étoiles, donc cette bande laiteuse, effectivement, que l'on a nommée tout à l'heure par la Voie lactée. Alors nous, elle nous apparaît comme une bande, mais bien sûr, elle n'a pas du tout cette vraie forme. Le problème, c'est que nous-mêmes, on fait partie de cette galaxie. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Une galaxie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un amas d'étoiles. C'est plein d'étoiles. D'accord, il y a quand même beaucoup d'étoiles, hein, des milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il faut bien la comprendre, c'est que nous, on la voit depuis l'intérieur. Mais imaginez, en fait, hein, notre galaxie, elle a plutôt la forme, comme si vous preniez une assiette assez plate. Vous prenez 2 assiettes assez plates, d'accord? Puis vous les mettez l'une sur l'autre. En fait, ça ressemble un peu à une soucoupe volante, vous voyez? Donc, c'est à peu près plat comme ça. Un peu comme ce qu'on appelle aussi un disque, d'accord? C'est comme si vous colliez 2 assiettes l'une sur l'autre. Forcément, c'est un peu plus bombé au centre et puis beaucoup plus fin sur les côtés.
voyez ce que je veux dire? Un peu comme une soucoupe volante. Ok. Et nous, on est à l'intérieur. Comme on est à l'intérieur, eh bien, on voit les étoiles, donc la Voie lactée, depuis la tranche. On voit une tranche. D'accord? Mais si on était capable de la voir par le dessus, on se rendrait compte qu'en fait, notre galaxie, c'est une galaxie spirale. Alors bien sûr, on n'a pas fait des photos pour voir ça, parce que la taille de la galaxie, notre galaxie, elle est immense. Donc, on n'a pas fait du tout des photos pour se rendre compte de la taille de nos galaxies. C'est en observant toutes les étoiles qui se trouvent autour de nous, et puis après les étoiles de plus en plus loin, que finalement, on a fait des modèles pour reconstruire à peu près la forme de notre galaxie. Et les photos, pour les voyants là, que je vous montre, bah, ce n'est pas du tout la Voie lactée en réalité. C'est une galaxie qui semble ressembler à la nôtre, comme par exemple la galaxie d'Andromède, qui est une galaxie voisine, qui est aussi une galaxie spirale. D'accord? Mais notre galaxie, c'est donc une galaxie spirale, parce qu'elle est en forme comme ça, avec des bras spiraux qui partent du centre, puis qui s'enroulent un peu les uns autour des autres. Hein. Et bien sûr, ces bras-là sont en fait plus lumineux, c'est-à-dire que c'est des endroits où il y a plus d'étoiles. D'accord? Et il y a des endroits qui sont moins lumineux, ce qui signifie qu'en fait, il y a moins d'étoiles et plus de gaz. Plus de gaz et donc plus de nuages. D'accord? Ça va pour tout le monde? Alors, où est-ce qu'on se trouve, nous, là-dedans? À nous, on pourrait croire qu'on est au centre de la galaxie, parce qu'après tout, on est le centre du monde. Je veux dire, on n'est pas n'importe qui quand même, on est des humains. Ah, pas du tout. En fait, on est plutôt en périphérie. Hein. On n'est pas du tout au centre. On est plutôt, je le disais, sur le côté, en périphérie. Et on tourne. Il faut imaginer que le système solaire, il tourne autour du centre de la galaxie. Des banlieusards. Voilà, on est des banlieusards. C'est un petit peu ça. Et alors, on tourne autour de quelque chose. Si on tourne, c'est qu'effectivement, au centre, on a parlé tout à l'heure rapidement des trous noirs, mais au centre, il y a un trou noir qui s'appelle Sagittaire A, qui est un énorme trou rejoint noir. la réunion à l'heure. Ça continue d'arriver, c'est bien. Héliosparche a quitté la réunion à l'heure. Au centre, il y a un énorme trou noir, plusieurs millions de fois la masse du Soleil. D'accord? Donc, vous voyez déjà, le Soleil, c'est trop gros, on va le voir, on va essayer de le décrire Héliosparche a après. rejoint la réunion à l'heure. Et on va voir que le trou noir au centre des galaxies, il y en a en fait au centre, maintenant on le sait, au centre de la plupart des galaxies, il y a des trous noirs, notamment les galaxies spirales comme la nôtre. Eh bien, ce trou noir supermassif, il fait plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Donc c'est vraiment un énorme monstre qui mange tout ce qu'il trouve autour de lui. C'est lui qui inspire le mouvement de la galaxie, de notre galaxie. Comment? Est-ce que c'est lui qui inspire le mouvement de notre galaxie? Alors, il aspire ce qui se trouve autour de lui, mais du coup, il n'y a pas énormément de choses autour de lui. Et la rotation de notre galaxie, est-ce que c'est de lui? Non, du tout. C'est que les choses, on va en parler après, les objets sont en mouvement. Si le Soleil ne tournait pas autour du trou noir, du centre, il tomberait dessus. C'est un peu comme un satellite qu'on met en orbite autour de la Terre. Si le satellite ne tourne pas autour de la Terre, eh ben, il tombe sur la Terre. C'est parce que tout ça, ça tourne finalement que ça tient à une certaine distance de l'objet central. Sinon, la gravité le ferait tomber sur l'objet central. D'accord? Oui, c'est l'effet centrifuge en fait, on va dire. Voilà, c'est un équilibre entre la force de gravité qui tend à tout faire tomber et la force centrifuge qui, elle, au contraire, tend à écarter l'objet. C'est cet équilibre entre ces deux forces qui fait que finalement, le Soleil reste à la même position à peu près du trou noir. Il ne s'éloigne pas trop, mais il ne se rapproche pas non plus. Tant mieux. Oui, tant mieux. Et des étoiles, on en a plein. Et quand on observe un petit peu la nuit longtemps, qu'on a un œil un peu aguerri comme Jacques, Jean-Claude, comme les astronomes du ciel d'Occitanie, eh bien, on sait que les étoiles, elles ont des couleurs différentes, en fait. Hein. On va voir, déjà, il y en a beaucoup dans le ciel. Et en plus de ça, il y en a vraiment de toutes les couleurs. Des bleus, des jaunes, des rouges. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Parce que avec un œil aguerri, comme je le disais, on arrive, avec des outils, avec des télescopes, on arrive de plus en plus à avoir des détails, des couleurs, et qu'elles ne sont pas similaires finalement toutes les unes des autres. On arrive de plus en plus à les distinguer. Et bien sûr, dans le ciel, il y en a des plus ou moins brillantes.
ce qui va jouer beaucoup sur leur brillance, en réalité, c'est qu'elles sont plus ou moins proches de la Terre. Si elles sont très très loin, ben, elles vont émettre peu de lumière, même si elles sont très grosses. Et si elles sont très près, même des toutes petites, on va avoir l'impression qu'elles émettent beaucoup, qu'elles sont très proches de nous parce qu'elles émettent beaucoup de lumière. Vous voyez, c'est leur brillance finalement, ce qu'on appelle la magnitude dans le jargon astronomique, c'est pas directement relié à leur magnitude propre. Ça dépend aussi de l'importance qu'elles ont par rapport à nous, d'accord? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que leur couleur, eh bien, elle dépend directement de leur température. C'est-à-dire que n'importe quel objet, on pourrait se demander, tiens, pourquoi, à votre avis, une étoile brille? Parce qu'elle est chaude. Elle brûle. Alors, elle ne brûle pas parce que ce n'est pas une boule de feu, d'accord? Le feu, c'est une réaction chimique, le feu. C'est Le la feu, réaction thermonucléaire. alors, on va y venir. Mais le feu, c'est une réaction chimique qui produit, en fait, quand ça se passe, hein, quand il y a du feu, ça produit de l'eau et du CO2, en fait, hein. C'est une réaction chimique, la combustion. Là, ce n'est pas du tout une boule de feu. On a dit, j'ai entendu quelqu'un qui a dit parce que c'est chaud. Romain Lel a quitté la réunion à l'heure. Et effectivement, tout simplement les étoiles, contrairement aux planètes, les étoiles, elles brillent parce qu'elles sont chaudes. D'accord? C'est lié tout simplement à leur température de surface. Alors j'ai entendu aussi les réactions thermonucléaires. Bon, très bien, effectivement, dans des étoiles, il y a des réactions thermonucléaires, on va en parler. Mais ces réactions thermonucléaires, par exemple, pour le Soleil, elles ont lieu au cœur du Soleil. Elles n'ont pas lieu du tout en surface. Pourtant, nous, ce qu'on voit, c'est la surface. C'est la surface qui brille. Vous voyez? Donc, on va voir que ce n'est pas réellement les réactions thermonucléaires qui font qu'une étoile brille. C'est juste parce que la surface, elle est chaude. D'accord? Le Soleil, il a 5000 degrés à peu près, sa température de surface. N'importe quel objet, on pourrait faire l'expérience avec une barre de fer. Je prends une barre de fer et puis je m'amuse à la chauffer. Je vais la chauffer 1000 degrés. Bon, on ne verra pas grand-chose à 1000 degrés. 2000 degrés, on ne verra pas grand-chose encore une fois. Puis à partir de 3000 degrés, elle va commencer à s'allumer. C'est-à-dire que progressivement, on va la voir, au début, elle va être un peu rouge. Puis après, elle va être de plus en plus rouge. Plus on va la chauffer, cette barre de fer, plus elle va avoir une température élevée, plus elle va aller dans les couleurs vives. Donc, ce qu'on va appeler les couleurs vives, c'est par exemple, elle va passer au l'orange, au jaune, et puis après, même si on chauffe suffisamment, c'est-à-dire 25 000 degrés, là, ça va être même bleu. Et bien, les étoiles, c'est pareil. Les étoiles, on a des étoiles rouges, lesquelles sont à peu près 3 000 4 000 degrés. On a des étoiles qui sont plutôt jaunes, comme notre Soleil, qui sont à 5 000 degrés. Et on a des étoiles bleues, qui sont généralement des grosses étoiles, celles-là, qui sont, elles, à 25 000 degrés. D'accord? Et pourquoi il n'y en a pas des vertes alors que dans le spectre, la bande verte est la plus large? La plus large, non. Pas la plus large, elle est présente, mais non, ce n'est pas la couleur la plus large, le vert. Le vert? Ah bon, je le trouve très large, mon vieux. Mais pourquoi il n'y a pas d'étoiles vertes? Parce que, justement, c'est très fin et que, du coup, en fait, le vert ne se voit pas parce que c'est mélangé avec plein d'autres longueurs d'onde, avec plein d'autres couleurs, en fait, et que le vert, il y a du vert. En fait, quand on voit une étoile, par exemple, bleue, en fait, ça n'émet pas que du bleu, ça émet majoritairement du bleu, mais aussi d'autres couleurs. Ça émet majoritairement du bleu. Quand on regarde le jaune, par exemple, le jaune est très proche du vert en termes de température, justement. Le jaune est très proche du vert. Mais la barre, justement, la taille dans le spectre lumineux du vert est très fin. Et du coup, en fait, rapidement, c'est dominé par les autres couleurs. En fait. Oui, c'est bizarre. Moi, je la vois très large, la bande verte. Bon, je ne sais pas comment je suis faite. D'accord, c'est pas grave. Et alors, ce qui est incroyable aussi dans nos étoiles, que je montre un petit peu là sur cette slide, c'est qu'on peut comparer aussi les tailles relatives. Alors, le mois dernier, on avait aussi comparé les tailles relatives des planètes. On avait montré qu'il y avait des petites planètes, puis des planètes beaucoup plus grosses. Et bien, c'est encore plus vrai pour les étoiles. On a des étoiles vraiment qui, comme notre Soleil, on va dire, allez, c'est une étoile jaune, comme j'ai dit.
on dit qu'elle a une masse solaire. Et ben, à côté d'elle, il y a des étoiles comme les géantes bleues ou les géantes rouges qui sont vraiment énormes, hein, qui sont mais vraiment beaucoup, beaucoup plus grosses. Et puis, on a des étoiles qui sont particulières, des naines rouges, par exemple, qui sont des étoiles qu'on dit aussi de type M, qui sont beaucoup plus froides et plus petites que le Soleil, mais quand même plus grosses qu'une planète. Hein. Et puis, on a des cadavres d'étoiles, dont on va voir tout à l'heure, qui s'appellent des naines blanches, ouais, des cadavres d'étoiles, qui sont beaucoup plus petites, qui sont assez petites, qu'on va voir tout à l'heure, qui sont de l'ordre de la taille d'une planète, on va voir après. Donc, on a vraiment toutes les tailles. Il faut imaginer que notre Soleil, par exemple, actuellement, quand il fait une taille, un rayon de 700 000 km, la Terre est éloignée du Soleil de 150 millions de kilomètres. Quand le Soleil va mourir et devenir une géante rouge, hein, il va devenir tellement gros qu'il va manger Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Donc, il va avoir un rayon de plus de 100 millions de kilomètres. Donc, il va gonfler énormément. Même notre Soleil, pendant sa vie, finalement, il va changer de taille. Donc, c'est intéressant parce que les étoiles, finalement, elles sont très diverses. Des couleurs différentes, des masses différentes, des tailles différentes. Donc, vraiment, il y a plein de choses à faire. Comme je disais, une étoile, par rapport à une planète, c'est très, très gros, notamment par rapport à la Terre. Hein. On peut mettre... La réunion à l'heure. On a plein de monde. On peut mettre vraiment plein d'objets, hein, des planètes très proches du Soleil. C'est pas du tout comparable la taille des planètes. Jupiter est beaucoup plus grosse, par exemple, que la Terre. Hein. On peut mettre près de 11 fois la Terre sur le diamètre de Jupiter. Donc vraiment, Jupiter est beaucoup plus grosse qu'une planète. On dit souvent que Jupiter est une planète, une étoile manquée, ratée. On dit ça parce qu'en fait, Jupiter, c'est une boule de gaz, c'est-à-dire essentiellement, comme Saturne, composée d'hydrogène et d'hélium. L'hydrogène et l'hélium, ce sont les composants principaux de notre univers. Hein. Donc, c'est normal que les étoiles sont aussi des boules de gaz, donc de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, on pourrait dire, ah, c'est la même composition, donc Jupiter, c'est quasiment une étoile. Non, parce qu'une étoile, c'est quand même beaucoup plus gros que Jupiter. Il aurait fallu, pour que Jupiter soit une étoile, qu'elle soit beaucoup plus grosse, hein, 5 à 6 fois plus grosse que ce qu'elle est. D'accord ? Donc Jupiter, c'est comme les autres planètes, Saturne, on les refait rapidement. On a d'abord la première planète la plus proche du Soleil, Mercure, ensuite Vénus, après la Terre, après Mars. 5e planète du système solaire, donc on a dit c'est la plus grosse qui est Jupiter. Ensuite, on a la 6e avec ses anneaux, Saturne, avec les anneaux. La 7e qui est Uranus. Et la 8e, Neptune. D'accord ? Tout ça, toutes ces planètes, vous les prenez, vous en faites un paquet cadeau, c'est-à-dire vous les contractez ensemble. Hein, ça représente, si vous les sommez toutes les masses de ces planètes, hein, ça représente même pas 1% de la masse totale du système solaire. Du Soleil. Plus que 99% de la masse, c'est le Soleil. D'accord ? Vous voyez bien vraiment le système solaire, en fait, c'est le Soleil, puis il y a des petits cailloux qui tournent autour. Bon, on vit quand même sur la Terre, donc c'est quand même pas un caillou si inintéressant. Mais en tout cas, nous sommes uniquement vraiment de la poussière par rapport à notre étoile qu'est le Soleil. D'accord ? Il est donc beaucoup plus gros. Et les planètes, comme j'ai dit, ne produisent pas de lumière, elles ne brillent pas. On les voit parce que la nuit, si on parle autant de Mars, de Jupiter, c'est qu'on les voit la nuit. Parce qu'elles réémettent, elles sont éclairées par le Soleil. D'accord ? On connaît le Mars, la Lune, bien sûr, Jupiter, Saturne, depuis l'Antiquité, depuis très longtemps. Parce qu'on les voit à l'œil nu, ces planètes-là. Uranus et Neptune sont plus loin du Soleil, donc elles sont moins éclairées par le Soleil. Et comme je dis, elles ne brillent pas, elles ne produisent pas de lumière. Hein, elles réémettent juste la lumière produite par le Soleil.
Comme elles sont peu éclairées, Uranus et Neptune, eh ben, on ne les connaissait pas avant, parce qu'on avait besoin d'inventer des outils pour les voir. Les télescopes, les lunettes astronomiques. C'est grâce à ces outils qu'on a pu découvrir Uranus, puis ensuite Neptune. D'accord ? Bélier cherche à tout le monde. Bonsoir à tous. Pouvez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? Cela fait des interférences avec le discours de Ludovic. Merci beaucoup. Et ça, Voilà. Après, si vous voulez poser une question, il ne faut pas hésiter à remettre votre micro le temps où vous posez la question. OK, on continue. Alors, comme on parle de grande échelle de longueur, hein, je vous ai dit, nous sommes très loin du Soleil, finalement. On est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Pour pouvoir décrire la dynamique, ce qui se passe à cette échelle-là, eh bien, on a inventé une nouvelle unité de longueur, d'accord, qui s'appelle l'unité astronomique. Voilà, on dit que la distance entre le Soleil et la Terre, c'est une unité astronomique. Ça représente 150 millions de kilomètres. Et vous voyez, c'est plus pratique de dire une unité astronomique. On se fait un peu plus, on se représente un peu plus les choses. Ça, c'est quand on parle des distances à l'échelle de notre système solaire. D'accord ? C'est bien d'avoir une règle de mesure qui correspond finalement à ce qu'on veut mesurer. Quand on parle des étoiles, c'est-à-dire on veut un petit peu caractériser la distribution des étoiles. On a parlé des galaxies, on veut un peu plus savoir les distances entre les étoiles. D'accord ? Les distances d'une étoile à l'autre. Là, on ne peut plus parler en kilomètres. On ne peut plus parler même en unités astronomiques, tel que je viens de le dire. On va encore changer l'unité de mesure, parce que là, les distances sont beaucoup trop longues. Vous voyez ? Donc là, on passe en ce qu'on appelle les années-lumière. Qu'est-ce que c'est qu'une année-lumière ? C'est la distance, c'est une distance. Hein. Pourtant, on entend le mot année, mais c'est bien une distance. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. C'est une année-lumière, donc c'est en un an. D'accord ? La lumière, bah oui, parce que la lumière, elle n'est pas infinie. Alors, bien sûr, on n'a pas forcément cette expérience. Hein. Nous, on appuie sur l'interrupteur, paf, la lumière, elle s'allume. Et ce n'est pas ça, la vitesse de la lumière, en fait. Hein. C'est combien de temps le photon, le petit grain de lumière, il met finalement pour aller de la source lumineuse, qui peut être par exemple donc, le Soleil, à quelle vitesse il parcourt pour aller de la surface du Soleil jusqu'à nous, par exemple. Et à cette vitesse-là, heureusement, elle a été mesurée, ça a été un sujet actif de recherche, mais on le connaît maintenant avec une assez bonne précision, qui est 300 000 km par seconde, même pas par heure. C'est 300 000 km par seconde. Ce qui veut dire qu'en une seconde, ce petit grain de lumière, le photon, parcourt 300 000 km. C'est extrêmement rapide. 300 000 km, c'est à peu près la distance entre la Lune et la Terre. Ce qui veut dire que finalement, la Lune, avec cette nouvelle échelle de longueur, la Lune, elle est donc située à 1 seconde lumière de la Terre. Ça va pour tout le monde? Cette petite gymnastique. Ce qui veut dire aussi que quand vous regardez la Lune, vous la voyez avec un décalage finalement. Vous la voyez telle qu'elle était il y a 1 seconde. Bon, ce n'est pas un gros décalage, donc ça va. Ce n'est pas énorme. Mais par exemple, pour le Soleil, quand vous regardez le Soleil avec un télescope, ou en tout cas la lumière que vous regardez depuis la Terre, elle a en fait été émise il y a plus de 8 minutes. Le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres, une unité astronomique où on dit aussi à 8 minutes secondes. D'accord ? C'est déjà loin, hein ? 8 minutes secondes, c'est 150 millions de kilomètres. Eh bien, imaginez, hein, les distances entre les étoiles, il faut vraiment parler en années-lumière. D'accord ? Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, elle est quelque chose à près de 4 années-lumière. Elle est vraiment très, très loin. Ce n'est pas du tout la porte à côté. C'est-à-dire que même si vous étiez capable de faire un vaisseau spatial qui peut voyager jusqu'à la vitesse de la lumière, pour l'instant, on est loin d'être capable de le faire, hein, eh bien,
votre vaisseau, il mettrait quand même 4 ans pour aller sur l'étoile la plus proche. Vous voyez, c'est très très loin. Surtout que, on va jouer un petit jeu pour un petit peu se familiariser avec ça. Je reprends la galaxie, vous voyez. On est en périphérie, nous. Imaginez qu'on a trouvé des copains. On a le droit de se faire des copains quand même. C'est important dans la vie d'avoir des amis. Qu'on a trouvé des copains dans notre galaxie qui se trouvent à l'autre bout de la galaxie. Pourquoi pas, hein, après tout. Il y a tellement d'étoiles. On a découvert plus de 10 000 exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Pourquoi il n'y aurait pas une de ces planètes sur laquelle il y a la vie? Ça pourrait être possible. Eh bien, imaginons qu'on a réussi à leur envoyer un message depuis la Terre. Ce message voyage à la vitesse de la lumière. Toutes les informations qu'on envoie par les ondes hertziennes ou les ondes radio, voilà, c'est des ondes lumineuses, en fait, hein, ces ondes-là. Les ondes hertziennes ou radio, en fait, c'est des couleurs différentes. Vous êtes habitué aux couleurs que l'œil humain voit, donc c'est-à-dire du rouge au bleu, mais en réalité, il y en a plein d'autres des couleurs qu'on ne voit pas, comme les ondes radio, tel que j'ai pu le dire, les ondes hertziennes, les ondes UV, voilà, il y a beaucoup d'autres couleurs qu'on ne voit pas, mais elles existent quand même, et elles voyagent à la vitesse de la lumière. C'est notre message, donc on essaierait de coder en français, parce qu'ils parlent français, les extraterrestres. On l'enverrait depuis la périphérie, notre périphérie, jusqu'à une autre banlieue. Une autre banlieue, donc de l'autre côté de la Voie lactée. Et ben notre message, il mettrait à peu près 100 000 ans pour arriver, tellement elle est grande, notre galaxie. Donc, bon, imaginons que ce n'est pas grave, il y a quand même un extraterrestre qui réceptionne notre message. Imaginons qu'il parle français, parce que, je ne sais pas moi, c'est une langue incroyable, parler dans tout l'univers. Et imaginons donc qu'ils comprennent le message et qu'ils répondent en français. Avec et qui sont capables, en plus de ça, de l'interpréter, le message. Eh bien, le message, leur réponse mettrait aussi 100 000 ans pour arriver. Donc finalement, pour discuter avec eux, ce n'est pas facile, ça mettrait 200 000 ans, juste pour échanger un message. Donc vous voyez, même s'il y a des extraterrestres dans notre galaxie, ce n'est pas demain la veille qu'on va pouvoir échanger avec eux, parce que les distances dans notre galaxie sont énormes, elles sont immenses. Et on voit extrêmement de choses. On connaît extrêmement de choses quand on observe notre univers, notamment notre galaxie avec ses fameux nuages. On observe des choses incroyables comme des nuages. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, il y avait des nuages qui étaient sombres, effectivement, qui sont des nuages froids. Donc, ils nous cachent les étoiles qui se trouvent derrière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des nuages, grâce aux moyens observationnels que l'on a maintenant, qui sont chauds, au contraire, qui émettent de la lumière. Et pourquoi ils émettent de la lumière, ces nuages? Pourquoi finalement ils brillent? Parce qu'ils sont chauds, on l'a vu tout à l'heure. Ils sont chauffés par quoi? Par des étoiles qui se trouvent à l'intérieur. Parce que les étoiles, elles naissent dans ces gros nuages, qui étaient au départ froids. Et puis, il faut imaginer que ces nuages froids, eh bien, ils sont devenus suffisamment denses pour devenir instables. Et ils ne résistent même plus à leur propre poids. Vous voyez? Ce qui veut dire que la gravité les fait s'effondrer progressivement sur eux-mêmes. Donc ils se contractent petit à petit. En se contractant, ces gros nuages vont se fragmenter pour faire des nuages plus petits. D'accord? Et de ces nuages plus petits, eh ben, il va justement avoir des parties qui vont encore plus s'effondrer sur eux-mêmes, se contracter, se comprimer. Et quand on comprime du gaz, on va voir que ce gaz il chauffe et il va commencer à former des étoiles. Alors ça fait vraiment des belles images, hein, notamment une qu'on connaît très très bien, ce qu'on appelle aussi des pouponnières d'étoiles, le nuage d'Orion par exemple. Enfin, il y a beaucoup de nuages moléculaires chauds qui sont des berceaux, des pouponnières d'étoiles. Ce sont vraiment de ces nuages que naissent les étoiles. Alors, comment ça marche? On va un petit peu parler de ça, du processus d'accrétion et de formation des étoiles. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a d'abord un nuage
un nuage qui se contracte. Ce nuage se contracte parce que c'est une instabilité. Hein. Quand il devient suffisamment dense, il faut imaginer alors, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme instabilité? Une instabilité, ça veut dire que forcément, ça va évoluer. Ça va évoluer de plus en plus vite. D'accord? Des instabilités que vous pouvez connaître, un truc très simple. Hein. Je prends de l'eau. Hein. Si vous mettez quelque chose tout simplement à la surface de l'eau qui, au départ, prenez un bateau, vous le chargez, le bateau. Bon, à un moment donné, si le bateau il est trop chargé, il est trop lourd, sa densité en fait, du bateau devient supérieure à la densité de l'eau. La poussée d'Archimède n'est plus capable de maintenir le bateau, il ne flotte plus, il se met à couler. Et c'est une instabilité parce qu'il se met à couler de plus en plus finalement. Plus il s'enfonce et il s'enfonce et il s'enfonce et il s'enfonce. Donc forcément, vous voyez, il y a du mouvement avec une instabilité. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'au départ, le nuage, il tient sur lui-même. Hein, il a une certaine cohésion, c'est un nuage. Mais à un moment donné, il est devenu suffisamment dense pour que il n'a plus vraiment cette cohésion et il se met à se contracter. En fait, le nuage, comme tout dans l'univers, il y avait initialement un tout petit mouvement de rotation sur lui-même, hein, un peu comme, vous savez, les planètes, hein, comme la Terre qui tourne sur elle-même. Au départ, cet énorme nuage, il tournait sur lui-même, mais vraiment très lentement. Mais en se comprimant, le nuage se met à accélérer et à tournoyer de plus en plus vite sur lui-même, à cause d'un principe physique simple qui s'appelle la conservation du moment angulaire. Alors, comment vous l'expliquez ça? Je ne sais pas, vous. Moi, mes enfants, ils aiment bien jouer à ce jeu débile parce qu'ils aiment les jeux débiles, qui est dans les parcs d'enfants, dans les jardins d'enfants, vous savez, où vous tenez une barre et cette barre, elle tourne sur elle-même. Et ils se rendent compte, les enfants, en jouant, en se tenant à cette barre, que quand ils resserrent leurs bras, quand ils se tiennent près de la barre, finalement, ça tourne plus vite que quand ils tendent les bras. La même chose pour une patineuse en fait, qui se trouve sur la glace, qui tourne sur elle-même, les bras tendus, elle va tourner lentement sur elle-même. Et puis quand elle resserre les bras, petit à petit, elle tourne de plus en plus vite. C'est à cause de ce principe qui est la conservation du moment angulaire. D'accord? Et ce principe-là fait finalement que le nuage, en se comprimant, va tourner sur lui-même de plus en plus vite. Ce mouvement de rotation globale du nuage va forcer le nuage à ne plus être sphérique, comme une boule, mais à être aplati, comme un disque. Comme les disques des galaxies dont on a parlé tout à l'heure, c'est pareil. Ça va donc former un disque qu'on appelle un disque d'accrétion. Parce que c'est dans ce disque que le gaz, hein, c'est principalement du gaz, le nuage, et puis il y a justement un petit peu de poussière qui vont aider pour former les planètes. Mais donc la plupart de la matière, comme j'ai dit pour le Soleil, 99% de la matière, donc du gaz, se met à spiraler, à tomber en spiralant sur l'objet central pour former le bébé Soleil, le bébé étoile. Et en même temps que ça se passe, dans ce disque se forment les planètes. Et c'est pour ça que les planètes, elles tournent autour du Soleil dans un même plan, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Parce qu'en fait, elles sont toutes nées en même temps dans ce disque d'accrétion. Donc dans ce plan. D'accord? Sinon, s'il n'y avait pas, c'est lié donc à la formation du système solaire. Si le système solaire n'était pas né comme ça par l'effondrement d'un nuage, puis aplatissement avec la formation d'un disque d'accrétion, on aurait des planètes qui tournent autour du Soleil dans un plan et d'autres planètes qui tourneraient dans un plan orthogonal, par exemple, hein, qui ne serait pas le même plan pour chaque planète. Non, elles sont quasiment toutes dans le même plan parce qu'elles sont nées en même temps dans ce fameux disque d'accrétion. D'accord ? Puis progressivement, les planètes, eh bien, elles attirent le gaz et la poussière qui se trouvent autour d'elles. Le Soleil attire tout ce qui se trouve autour de lui. Et donc, progressivement, tout le gaz et la poussière, finalement, est dissipé pour avoir le système solaire tel qu'on le connaît
aujourd'hui. Voilà, c'est une vision très simpliste de la formation du système solaire, mais en tout cas, c'est ce qu'on en pense encore aujourd'hui. Et puisque vous avez beaucoup d'étoiles qui se sont formées via la fragmentation d'un énorme nuage, finalement, vous avez plein d'étoiles qui peuvent, avec ce processus-là, naître en même temps. Ce qu'on appelle aussi des amas globulaires. Et donc, on arrive à estimer l'âge de ces étoiles, parce qu'on se rend bien compte qu'elles ont toutes le même âge, et donc elles sont toutes nées en même temps d'un même nuage. Et ces étoiles sont souvent de même type. Donc, vous avez des fois concentration comme ça, d'étoiles bleues ou d'étoiles rouges. Elles sont souvent de même type. Et ce qui est drôle, c'est que les étoiles, elles n'aiment pas vivre seules. On ne s'en rend pas compte parce que par des étoiles, et puis avec notre œil, même des gens qui ont des très bons yeux et des très bons instruments, eh ben, sont pas capables de distinguer l'étoile de son compagnon, puisque finalement, souvent, les étoiles sont, comme on dit, doubles ou binaires. C'est-à-dire qu'il y a deux étoiles, en fait, qui tournent l'une autour, enfin, elles tournent l'une autour de l'autre. C'est comme un couple. Il faut les imaginer un peu comme un couple qui se regarde, parce qu'elles ne tournent pas vraiment sur elles-mêmes. Un peu comme la Lune qui nous regarde tout le temps, qui nous montre toujours la même face. Les étoiles binaires sont souvent comme ça. Elles montrent toujours la même face à leur compagnon. Et comme un couple qui danse, en quelque sorte, ces étoiles-là, en se regardant, tournent l'une autour de l'autre. C'est très romantique, parce qu'elles font ça pendant des millions d'années. Moi, les femmes, elles ne me supportent pas si longtemps. C'est bien, s'ils ont le micro coupé, elles ne peuvent pas me contredire. Mais t'es pas une étoile, toi. Hein. Ah, je ne suis pas une étoile, moi. Pourtant, j'ai des idées lumineuses. J'ai souvent je brille par mes idées. Voilà. Voilà. Alors, expliquons après, la vie des étoiles. Comment ça marche, une étoile? Comment ça fonctionne, finalement? Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne avec des principes physiques assez simples, vous allez voir. On va faire de la physique avec ce qu'on a chez soi, finalement, un peu sous la main, d'accord, pour comprendre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre nuage, il se comprime. En se comprimant, quand on comprime un gaz, eh bien, ce gaz, il chauffe. D'accord? Ça, vous pouvez en avoir une expérience, par exemple, je ne sais pas, ceux qui font du vélo. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait du vélo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en faire en tandem, hein, par exemple. Eh bien, il faut des fois gonfler les pneus du vélo, hein, utiliser une pompe. Ben, vous toucherez la valve qui vous permet, au bout de la pompe, de gonfler votre vélo, et vous verrez bien que quand vous gonflez le vélo, la valve, elle est chaude. Parce qu'effectivement, quand vous gonflez, vous comprimez le gaz, et donc ce gaz, naturellement, il chauffe en le comprimant. D'accord? Donc quand on comprime un gaz, c'est un principe physique, quand on comprime un gaz, ce gaz chauffe, sa température s'élève. Ça marche? Mais d'un autre côté, si je vais dans l'autre sens, je chauffe un gaz, par exemple, je ne sais pas, Salomé, elle adore faire la cuisine, eh bien, Salomé, souvent, elle prend une marmite. Et puis, elle fait du couscous, parce qu'elle aime bien faire du couscous. Donc, elle prend pour ça une marmite, et puis, elle fait chauffer de l'eau ou n'importe quoi dans sa marmite. Et au bout d'un moment, c'est tellement chaud, hein, une marmite, le principe, c'est qu'on emprisonne ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, justement, quand c'est suffisamment chaud, le gaz à l'intérieur, il a envie de sortir. La pression à l'intérieur de votre marmite, elle s'élève. Et elle devient suffisamment forte, finalement, pour que, vous savez, il y a un petit sifflet là qui se met à faire du bruit, parce que, justement, la pression à l'intérieur devient très élevée, et puis il y a du gaz qui sort. Donc, quand on chauffe un gaz, ce gaz, il s'étend, il se dilate. Donc, vous voyez, on a ces deux effets. On comprime le gaz, ça chauffe. Mais quand ce gaz chauffe, il a envie de se dilater. Qu'est-ce qui se passe pour une étoile? Pour une étoile, ce qui va la comprimer, c'est la gravité. Vous vous rappelez, on a notre énorme nuage là. Sous l'effet de la gravité, il se comprime. Il se comprime et se comprime et se comprime. Il se comprime jusqu'à temps, en fait, qu'il devienne suffisamment chaud pour que ce qu'on appelle la pression thermique, la même chose qu'il y a dans votre marmite, exerce une force pour, elle, dilater l'étoile, dilater l'objet. D'accord?
Et au bout d'un moment, on a un équilibre entre la force de gravitation et cette pression thermique qui, elle, veut dilater l'étoile. Et c'est comme ça que finalement, pour notre Soleil, pendant près de 10 milliards d'années, son rayon ne va quasiment pas varier entre sa naissance et sa mort. Vous voyez? Alors ça, c'est curieux parce qu'on a comprimé le gaz, c'est pour ça qu'il est devenu chaud. Mais la température de surface, 5000 degrés pour notre Soleil, il n'y a pas de raison qu'elle reste constante. Parce qu'une étoile, en fait, c'est un système qui se refroidit. S'il émet de la lumière, il émet de l'énergie lumineuse. Donc, il perd de l'énergie tout le temps, en fait. Toutes les étoiles sont tout le temps en train d'émettre de la lumière, donc en train d'émettre de l'énergie. Donc, elles perdent de l'énergie sous forme de lumière. Donc, on pourrait dire, si le Soleil perd de l'énergie, il devrait se refroidir. S'il se refroidit, la gravitation va le recomprimer. Oui, mais non, parce que je vous dis, sa température, elle est à 5000 et elle reste à 5000. Pourquoi elle reste à 5000? Parce que le Soleil, il a un moteur. Son moteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est ces fameuses réactions de fusion nucléaire. On va le voir. C'est qu'effectivement, au cœur du Soleil, il y a une production d'énergie. Alors nous, on connaît bien en France, on est champions de ce qu'on appelle la fission nucléaire, parce qu'on va produire de l'électricité dans des centrales nucléaires où on va au contraire tendre à casser de l'uranium, donc des éléments très lourds. Là, c'est tout l'inverse, je vous ai dit, le Soleil, c'est principalement de l'hydrogène. Et ce qui se passe au cœur de notre Soleil, parce qu'il y a une pression très très forte au cœur du Soleil, une température très élevée, et du coup, ça permet d'avoir ce qu'on appelle de la fusion. On va prendre plusieurs atomes d'hydrogène, et la fusion, c'est qu'on va les coller ensemble pour faire un nouvel atome d'hélium. D'accord? On va prendre 4 atomes d'hydrogène, on les colle ensemble pour faire un atome d'hélium. Et en faisant ça, ça produit de la chaleur, sous plusieurs formes. Hein. Et c'est cette production de chaleur qui fait que finalement, à la surface du Soleil, on a émission de lumière, donc on perd de l'énergie, mais on produit de l'énergie au cœur du Soleil. Cette chaleur se transmet petit à petit, se propage jusqu'à la surface. D'accord? Dans différentes zones. Alors, j'aimerais bien en parler des différentes zones. Je vais arrêter de partager ça 2 secondes. Il y a peut-être des questions sur ça. On peut déjà peut-être faire une question, parce qu'en fait, je dis beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ouvrir le micro. Est-ce que le phénomène justement de fusion qui permet de maintenir cette chaleur, est-ce qu'il commence dès le début de la formation Non, 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 du tout. Au début, juste l'étoile, elle est chaude, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu la compression du gaz. C'est seulement au bout d'un certain moment, hein, plusieurs millions d'années, que la gravité, ça se refroidit, l'étoile se refroidit, et donc la gravité l'emporte, ça se recomprime un peu pour, hop, ensuite qu'au cœur, ça devienne suffisamment chaud pour faire les réactions de fusion. En fait, l'étoile, elle s'allume, je dirais, donc elle devient d'abord rouge, elle commence à briller avant même qu'il y ait les premières réactions de fusion nucléaire. C'est rigolo, hein? C'est pour ça que je disais, les étoiles, elles brillent pas parce que réellement il y a des réactions de fusion nucléaire. Elles brillent parce que leur surface, elle est chaude. Après, oui, elles vivent comme notre Soleil 10 milliards d'années parce que justement, on a ce moteur qui permet à l'étoile d'avoir toujours de l'énergie. Sinon, il mourrait très vite. Elle continuerait de s'effondrer sur elle-même. Alors, comment j'arrête le partage, moi, de ce truc? Attends, je t'arrête. Ah ouais, attends, je vois tout, moi. Parce que je vais essayer de vous partager un autre truc que je voulais vous montrer. Qui est les diapos là que j'ai montré en conférence hier, avant-hier. Je vais voir si je les retrouve. Pendant ce temps, vous réfléchissez. Hein. Il faut plein de questions. Non, mais c'est clair. Là, hein. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de questions. C'est gentil.
Il est trop fort, il est trop fort. J'y crois pas trop, mais c'est quand même gentil et je prends. Alors, mais c'est sérieux en plus. Hein. Ah ouais, ah oui. Ah, on a un bon menteur là. On a vraiment on a un menteur. Il n'est pas plus clair que moi, quand même, Serge. Ouais, Serge. Attends. Dans un atome d'hélium, il y a combien d'électrons et de protons? Alors là, il fait très chaud là. Hein. Au cœur, là, il n'y a pas d'électrons. Hein. Ils sont arrachés, comme on dit. Hein. Ils sont pas. Attends, je cherche ce que je. Ah bah super, j'ai trouvé ce que je voulais vous montrer. Mais effectivement, donc on a dans un atome d'hélium, si je ne me trompe pas, hein, il y a 2 protons et 2 neutrons. Donc, c'est ça dont tu voulais parler? Oui, je pense que dans l'hydrogène, il n'y a que des électrons et des protons. Ouais, voilà. Et puis, Alors, il y a des neutrons qui se fabriquent alors dans la fusion après, nucléaire. ça peut être un peu plus compliqué que ça, tu vois. Il y a l'hydrogène lourd. Ouais. Bon, mais ça, c'est, je dirais, des cas particuliers parce que ce n'est pas l'essentiel de l'hydrogène. Mais oui, l'atome le plus simple d'hydrogène classique, c'est un proton. C'est ça, mon ami? Un proton, un électron. Voilà. Premier sur le tableau périodique. Voilà, sur le tableau périodique. Exactement. Alors, commencez un petit peu à l'intérieur du Soleil pendant sa vie, que je vous parle un petit peu aussi de ce que je fais. Grâce à ce qu'on appelle l'héliosismologie, c'est une technique qui vous permet de sonder l'intérieur des étoiles. Et là, hélio, c'est-à-dire Soleil. Ouais. L'héliosismologie, ça consiste à observer les vibrations du Soleil, les vibrations de surface, pour comprendre comment c'est à l'intérieur. Vous avez peut-être déjà aussi parlé justement de la sismologie. On fait la même chose sur Terre, en fait, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre planète. Les tremblements, quoi. Pareil, pendant les tremblements de terre, en fait, on observe la propagation de certaines ondes à l'intérieur de notre planète. En fait, comment ça vibre, et puis comment ça se propage. Il y a un tremblement de terre quelque part sur Terre, on va le ressentir à différents endroits de la Terre. Et la façon dont c'est ressenti, le temps que ça met à arriver, si vous voulez, à d'autres endroits sur Terre, bah, ça dit beaucoup de choses sur les zones qui ont été traversées par ces ondes sismiques. Ça nous dit que le milieu il est plutôt liquide, plutôt chaud, plutôt froid. Voilà. Ça nous dit plein de choses comme ça. Ça nous donne des informations sur le milieu qui est traversé. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à sonder l'intérieur de notre Terre, qu'on arrive à connaître à peu près la structure interne de la Terre. On fait la même chose pour les étoiles, avec des techniques un peu différentes, mais finalement, ça revient au même. Et grâce à ça, on sait que depuis 1996, essentiellement, que le Soleil, il tourne différemment dans ce qu'on appelle une zone convective. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé de la chaleur tout à l'heure. Il y a différentes zones dans le Soleil. Il y a une zone au cœur, en profondeur, qui va à peu près du centre jusqu'à 70% du rayon solaire. Cette zone-là, on appelle la zone radiative. D'accord? Donc, au cœur, il faut bien imaginer, il y a vraiment le cœur où on fait les fusions nucléaires. La chaleur, elle est produite. Elle est produite comment? C'est de l'énergie, mais essentiellement, donc là, on va dire sous forme de photons, parce que justement, la chaleur, donc, dans la zone radiative, est transportée par radiation. C'est de la lumière. Puis, une fois qu'elle arrive à, comme je vous ai dit, à 70% à peu près du rayon du Soleil, il y a encore quand même 30% à traverser pour arriver à la surface. Là, les conditions physiques, elles changent, notamment ce qu'on appelle l'opacité. C'est-à-dire que là, la chaleur, au lieu d'être transmise, d'être transportée par radiation, elle va être transportée par convection. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la convection? Ça me fait penser un peu au radiateur, mais... Ouais, mais complètement. Tu as raison. C'est exactement ce principe-là. Hein. On parle de transport de chaleur et c'est bien normal que ça te fasse penser au radiateur. Oui. Effectivement, quand vous prenez de l'eau mettez de l'eau dans une casserole, je dis, on parle beaucoup cuisine, hein, comme Salomé, elle comprend bien la cuisine. Vous mettez de l'eau dans une casserole et puis vous la chauffez. Effectivement, vous chauffez par en dessous. Et vous avez donc
la surface de l'eau qui est plus froide et vous chauffez le dessous. Au bout d'un moment, quand la plaque du dessous est suffisamment chaude, vous allez avoir justement apparition de mouvements de convection, c'est-à-dire des parties du fluide, particules fluides, qui vont, donc de l'eau chaude, qui vont monter, parce qu'elles sont chaudes justement, elles montent, tandis qui vont arriver à la surface, elles vont se refroidir, et vous avez des particules de fluide froide, donc de l'eau froide, qui, elle, au contraire, va descendre. Donc vous avez ces mouvements de convection avec de l'eau chaude qui monte et de l'eau chaude qui descend. Puis quand vous continuez à chauffer, ça va aller de plus en plus vite, et finalement, il va y avoir beaucoup de ces cellules de convection, là, eau chaude qui monte, eau froide qui descend, et ça va faire un milieu qu'on appelle très turbulent, avec énormément de mouvements, d'accord? Énormément de mouvements. Mais il se passe la même chose pour le Soleil. Et quand vous observez même le Soleil, vous voyez vraiment ces mouvements de convection à la surface, qui est, comme on dit, de toute petite échelle, donc qui sont vraiment très, très fins. Et à l'intérieur, on pense qu'il y a aussi des mouvements de convection, mais de plus grandes échelles. Mais en tout cas, la chaleur, elle est transportée dans la zone qu'on appelle une zone convective, qui va de 70% du rayon solaire jusqu'à quasiment sa surface. Et là, donc, la chaleur, elle est transportée donc, par ces mouvements. D'accord? Il y a des mouvements de grande échelle. OK? Et moi, j'essaie de comprendre justement les processus qui se passent à l'intérieur du Soleil, par exemple, mais de ce type d'étoile. Parce que c'est très surprenant, en fait. Nous, on pensait que, jusqu'à observer le Soleil, il y avait des modèles théoriques qui disaient, bon, dans la zone convective, puisqu'il y a des mouvements, vous voyez, il y a des mouvements turbulents, comme je vous ai dit, il y a des mouvements de convection. Ces mouvements doivent mélanger. Les éléments chimiques doivent tout mélanger. Tout le gaz, tout ça, ça doit être mélangé. Et donc, ça doit être assez uniforme, vous voyez, comme c'est mélangé. Il doit y avoir un mélange efficace parce que c'est très turbulent. Et donc, on pensait que cette zone-là, elle allait tourner à la même vitesse. Partout que c'était en bloc, en fait, que tout allait tourner à la même vitesse. Parce que le Soleil tourne sur lui-même. Et on pensait que le Soleil, cette zone-là, elle allait tourner, mais à la même vitesse. Et finalement, pas du tout. On était surpris de voir que l'équateur du Soleil, quand on regarde le Soleil, on voit que l'équateur tourne plus vite que les pôles. Vous voyez, c'est très étrange. Hein. Pour nous, sur Terre, bien sûr, on n'a pas du tout ce qui se passe là, parce qu'on a une croûte. La Terre, nous, on vit sur la croûte. C'est quelque chose de solide. Donc, bien sûr, la Terre, elle tourne, je dirais, en bloc. À l'équateur, la journée fait 24 heures. Si vous êtes au pôle, bon, là, c'est plus la journée, parce qu'on parle par rapport au soleil. Donc, la période d'ensoleillement peut changer, mais en tout cas, vous allez faire un tour sur vous-même, en gros. La Terre fait un tour sur elle-même, partout sur Terre, en 24 heures. Pour le Soleil, ce n'est pas le cas, pas du tout. L'équateur tourne plus vite que les pôles. Par contre, on s'attendait, les théoriciens de l'époque s'attendaient à ce que la zone radiative, plus en profondeur, elle, comme il n'y avait pas beaucoup de mouvement là-dedans, il n'y a pas besoin de mouvement pour transporter la chaleur, donc ça doit être un milieu pas très turbulent, avec, il n'y a pas de convection, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de mélange. Donc on s'attendait justement à avoir des zones qui tournent plus vite que d'autres. On s'était dit, bah oui, parce qu'il suffit qu'il y ait des différences au début, ces différences-là, il n'y a pas de raison qu'elles disparaissent, elles restent aussi après des millions d'années. Pas du tout, en fait. On observe exactement l'inverse. La zone radiative, on voit qu'elle tourne en bloc, comme si elle était solide. C'est très étrange. Donc, c'est ça que j'aime bien, en fait, dans mon travail, c'est qu'il y a beaucoup de travail théorique à faire pour essayer de comprendre les observations. On observe des choses, mais on n'y comprend rien, en fait. Voilà, pour vous dire les choses un peu autrement. Alors, je vais essayer. Normalement, tu vas me dire si ça marche, Jacques. Comment on voit que la zone radiative tourne en bloc puisque c'est à l'intérieur? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Avec justement ces fameuses héliosismologies, avec ces ondes qui se propagent. Je vais arrêter le partage, en fait, puis repartager. Oui, arrête de reprendre le film. Ça sera plus simple. Je voulais changer de fichier en continuant de partager, mais en fait, c'est compliqué de faire. Hop. Parce que je vais remettre la diapo de tout à l'heure.
Alors, c'est pas ça. Pouf, je le quitte. Normalement, il y a un truc qui s'appelle 03. Ah, désolé, hein, je ne suis pas très bon dans les transitions. Par conséquent, en fait, la zone radiative, elle est beaucoup plus facile peut-être enfin, par rapport au mouvement sismique, plus facile peut-être à détecter que la zone convective. Alors. Ah, la zone convective, elle est plus en surface, donc elle est plus simple à détecter parce que, en Simple. gros, elle est axée directement. Alors que les ondes, elles viennent de la zone radiative, ces fameuses ondes sismiques dont je vous parle, en fait, qui sont des ondes de gravité pour le Soleil, elles doivent traverser la zone convective et nous, on l'observe que la surface. Donc, quand même, elles sont dures à détecter, ces ondes, parce qu'elles doivent traverser une grosse couche de fluide, en fait, qui est toute la zone convective. Alors, je vais refaire le partage. Non, parce que je pensais que, comme c'était beaucoup plus homogène, la zone radiative, je pensais que c'était plus facile peut-être à voir justement l'activité sismique que sur la zone qui est beaucoup plus fluide. Allez, voilà. Ouais. Non, ça, finalement, il n'y a pas de. C'est plus comme elle est loin, elle est dure à observer, en quelque sorte. Ces fameuses ondes, elles doivent traverser d'autres milieux et du coup, ce n'est pas évident à observer. Ça marche le partage. Hein. Oui, ça marche là. Si bien qu'on ne connaît pas, on connaît très peu, vraiment, on a très peu d'informations sur le lieu où se passent les réactions de fusion nucléaire. Ça, elles sont trop au centre, donc on n'arrive pas réellement on a une grosse incertitude sur les mouvements à l'intérieur vraiment au cœur du Soleil. Je dirais en dessous tout ce qui est au cœur, donc à moins de 30% du rayon solaire. Bon, bah là, on a des barres d'erreur qui sont trop grosses. On ne sait pas trop quels sont les mouvements là, à cet endroit-là. Alors, c'est super, les étoiles, elles naissent, elles vivent. Pour l'instant, tout va bien. Et c'est un peu comme moi. Toutes les bonnes choses ont une fin. À un moment donné, comme une étoile, je vais devoir m'éteindre. Et comment est-ce que les étoiles finissent leur vie? Et là, c'est intéressant de se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes égales, nos étoiles. Les étoiles, je vous ai dit tout à l'heure, finalement, ce qui est pratique avec une étoile, c'est que quand vous avez sa masse, vous connaissez quasiment tout sur l'étoile. Si vous avez sa masse, vous connaissez son rayon. Si vous savez sa masse, vous connaissez sa couleur. Avec sa masse, vous savez combien de temps elle va vivre. Et vous vous rendez compte qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les étoiles, alors ce que je vous ai décrit là, c'est pour les étoiles de type solaire, pour notre Soleil. C'est beaucoup plus complexe pour les étoiles, par exemple, qui sont massives. Les étoiles massives vont être différentes, parce qu'elles sont tellement grosses, tellement chaudes, elles ne vont pas que créer de l'hélium, les étoiles massives. D'accord? Les étoiles massives, comme les géantes bleues, elles vivent leur vie à fond. Vous voyez, elles sont grosses, donc on pourrait dire qu'elles ont beaucoup de carburant parce qu'elles ont plein de gaz. Oui, mais elles consomment ce gaz très rapidement. Pas que pour former de l'hélium. Il y a une couche en profondeur qui va former de la fusion pour, hop, vous prenez de l'hydrogène, vous faites de l'hélium. Mais vous allez encore plus en profondeur, il fait encore plus chaud, encore plus de pression, vous allez pouvoir former d'autres éléments sur votre tableau périodique, type de l'oxygène, du carbone, des métaux, d'accord? Vous allez pouvoir former ces éléments jusqu'au fer. OK? Et c'est pour ça vous entendez peut-être de temps en temps la fameuse expression qu'on est de la poussière d'étoiles. Parce que justement, nos éléments, en fait, n'ont pas été créés par le Soleil, mais plutôt par l'étoile précédente, okay, qui devait être une plus grosse étoile et qui a créé des éléments finalement lourds, parce qu'on est quand même aussi composé principalement d'eau, H2O, donc de l'oxygène, et puis aussi bien sûr du carbone. On a besoin de carbone pour notre ADN, mais Salomé pourrait décrire ça bien mieux que moi. Et donc, on est finalement nos éléments chimiques, nos atomes, ont été produits dans ces étoiles, dans ces usines, qui finalement, les étoiles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des usines à transformer de l'hydrogène en éléments plus lourds, plus complexes. On l'a dit, l'hélium, l'oxygène, le carbone, le fer, et tout le tableau périodique.
Tout ça, ça se fait dans les étoiles, au cœur des étoiles. Et comme les étoiles massives, elles consomment à fond, elles consomment énormément, transforment énormément elles font beaucoup de fusion, eh bien, elles consomment leur carburant très vite. Elles vont vivre des vies beaucoup plus courtes. Le Soleil, 10 milliards d'années. Les étoiles bleues, là, c'est de l'ordre de 300 à 400 millions d'années. Elles ont des vies beaucoup plus courtes. Chaque fois que vous voyez une étoile bleue, elle est forcément jeune. D'accord? Les étoiles, par contre, rouges, alors pas les géantes rouges, mais les naines, par exemple, qui sont des étoiles moins massives que le Soleil, qui sont rouges, donc à une surface 3 à 4 000 degrés, elles vont vivre longtemps. D'accord? Parce que justement, elles consomment leur carburant tranquillement. Hein, elles ne sont pas énervées. Doucement, mais sûrement. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fonction de leur masse, du coup, vous voyez bien, elles n'ont pas le même rythme de vie. Et du coup, elles ne vont pas non plus mourir de la même façon. D'accord? Là, on va distinguer principalement deux catégories. On va dire qu'on a des étoiles de faible masse, comme le Soleil. Hein. Le Soleil est finalement une étoile de faible masse parce que le Soleil produit dans son cœur de l'hélium. Il ne va pas produire, il n'est pas assez massif pour produire des éléments lourds comme du fer. D'accord? Et puis on a les étoiles justement massives qui, elles, sont capables de produire des éléments comme du fer. D'accord? Alors d'abord, pour notre Soleil, qu'est-ce qui se passe? Notre Soleil, eh bien, il meurt d'abord parce qu'il n'y a plus de carburant au bout d'un moment, il n'y a plus d'hydrogène dans le cœur du Soleil. D'accord? Il a transformé donc quasiment tout son hydrogène, mais juste le cœur, hein, pas les couches externes, pas la zone convective par exemple. Il a fusionné tout son hydrogène en hélium. Zut! Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez? Plus de production d'énergie. Ça dilate. Pour produire... Ah ben non, au contraire. Ah non, ça comprend. Voilà, on crée plus de chaleur, donc la gravité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'emporte sur... donc la pression thermique, elle diminue. Hein, la pression thermique, ça tend à dilater. Donc la pression thermique du cœur, attention, on parle du cœur. La pression thermique du cœur diminue, donc la gravité l'emporte. D'accord? La gravité comprime le cœur. En comprimant le cœur, à la surface du cœur, hein, le cœur, c'est là où il y a les réactions de fusion nucléaire, hein, si vous voulez, à l'intérieur de votre zone radiative, vous vous souvenez? En comprimant le cœur, quand on comprime un gaz, qu'est-ce qui se passe? Il se réchauffe encore. Il chauffe. Il se réchauffe. Donc, à la surface du cœur, on a de la chaleur qui va du coup faire dilater le reste de l'étoile. Donc, vous voyez, on a le cœur qui se comprime, mais la zone convective, le reste de la zone radiative qui, elle, se dilate. Et se dilate beaucoup, je vous ai dit. Ça va former une géante rouge, le Soleil va former une géante rouge qui va devenir aussi gros, à peu près, avec un rayon de près de 150 millions de kilomètres. Qui peut me manger, quoi. Donc c'est énorme, il va manger Mercure, Vénus, très certainement la Terre. Il va devenir énorme, le Soleil. D'accord? Mais en fait, il va se comprimer, le cœur. Et à un moment donné, il ne peut plus se comprimer plus. Parce que ça atteint un état particulier qu'on appelle un état quantique dégénéré. Bref, je vous passe les détails, mais juste il ne peut plus se comprimer plus. Les zones externes de l'étoile vont être éjectées, d'accord, pour former, on verra après, des belles images qui sont qu'on appelle des nébuleuses planétaires, on verra après. Et il ne restera du coup plus que le cœur, un peu à nu, qui forme ce qu'on appelle une naine blanche. Blanche parce qu'elle est chaude, vous vous rappelez? C'est chaud parce que, justement, à cause de cette compression du cœur, ça a chauffé. Donc ça forme une naine blanche. Blanc, donc ça émet de la lumière blanche. Très chaud. D'abord, c'est une naine blanche, mais vu que ça émet de la lumière et qu'il n'y a pas de production de lumière et pas de production de chaleur, finalement, cette naine blanche progressivement se refroidit pour faire ce qu'on appelle après une naine noire. On ne verra plus rien. Ce sera juste un cadavre d'étoile. D'accord? Ça n'émettra plus de lumière. Ça, c'est pour les étoiles de faible masse.
Les étoiles massives, qui consomment beaucoup d'hydrogène, qui font plein d'éléments lourds, tels que le carbone, l'oxygène, le fer, au bout d'un moment, le problème, c'est que le cœur, c'est devenu plus que du fer. Et ça, c'est le dernier élément qu'elles sont capables de faire. Et là, c'est plus aussi calme, je dirais, que dans le cas précédent. Au contraire, au bout d'un moment, le cœur de fer devient instable et il implose pour ensuite exploser, ce qu'on appelle une supernova. Ça va faire une production énorme de lumière et donc de chaleur. Et vraiment, on voit des supernovas, dans des explosions d'étoiles, des étoiles massives. On en voit dans d'autres galaxies, c'est d'un coup, l'étoile se met à exploser, à produire plus de lumière que toute la galaxie qui l'entoure. C'est incroyable, c'est une production vraiment de chaleur qui est incroyable. Et cette explosion, ce qui est vraiment très pratique, je dirais, c'est qu'elle va disséminer tous les éléments lourds qu'elle a produits, le carbone, l'oxygène, le fer, dans le milieu interstellaire. Donc elle va finalement, en explosant l'étoile, en mourant comme ça de façon catastrophique, elle va éjecter énormément d'éléments pour après former des planètes, pour former d'autres objets. Vous voyez ? Donc on voit bien vraiment que les étoiles, elles transforment de l'hydrogène en éléments plus lourds. Elles enrichissent le milieu interstellaire des éléments plus lourds. Mais par contre, elles ont fait ça, mais le cœur, je vous rappelle qu'il a, lui, implosé. Il a implosé, c'est-à-dire qu'il a formé d'un coup un élément, une nouvelle étoile, finalement, beaucoup plus compacte. Alors, elles peuvent être de deux types. Soit l'étoile était entre à peu près 3 à 10 masses solaires. Ça va faire ce qu'on appelle comme cadavre, une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est un peu comme un gros atome. Vous voyez, c'est extrêmement compact. Mais ça se voit encore. Ce n'est pas comme un trou noir qui, lui, se produit quand l'étoile a une masse plus grande à peu près que 10 fois la masse du Soleil. Là, justement, on va avoir production, après une supernova, d'un trou noir qui, lui, on ne le voit pas parce que, justement, il ne peut pas émettre de lumière. Il est tellement compact et massif que la lumière elle-même ne peut pas s'échapper de l'attraction du trou noir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le voir. Il ne brille pas, un trou noir. Il mange même la lumière. Alors voilà, vous pourrez mettre des petits mots un petit peu sur le Soleil, mais ça, je vous l'ai dit. Je regarde un peu les diapos que j'ai, puis après, il y a d'autres choses, mais ces autres choses, je vous les garde pour la prochaine fois. On va juste finir aujourd'hui sur le diagramme avec la fin de vie des étoiles. Comme ça, on aura vraiment fait leur naissance, leur vie, en tout cas pour les étoiles de faible masse, les étoiles type solaire. Puis on a parlé rapidement des étoiles massives. Je vous ai parlé un petit peu de structure interne pour le Soleil. On reviendra sur les structures internes plus tard, puisqu'on va faire une autre conférence sur les structures internes des planètes et sur les structures internes des étoiles, pour qu'ensuite je puisse davantage encore vous parler de ce que je fais réellement en recherche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'était un peu descriptif. Il y aura peut-être encore plus d'échanges, j'espère, dans les séminaires, je dirais, les présentations à venir. N'hésitez pas, d'ailleurs, entre les présentations, à chercher de la documentation, ce genre de choses, à poser des questions, que ce soit par mail, et puis on essaiera aussi, du coup, d'y répondre au séminaire prochain. J'espère que ça vous a plu. J'ai dit quelques bêtises, mais j'espère pas trop. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autour des étoiles de première génération, qu'il n'y avait que de l'hydrogène dans l'univers, il ne pouvait pas y avoir de planète alors. Il fallait atteindre au moins la deuxième ou troisième génération. De toute façon, on pense que c'était des très grosses étoiles. Donc, il y a peu de chances qu'il y avait vraiment des planètes. Après, pourquoi pas? Parce que c'est juste qu'il y a une distinction. Il y a les planètes telluriques pour lesquelles, effectivement, il faut des éléments lourds. Mais on a des planètes comme Jupiter ou Saturne qui sont aussi des planètes, mais qui sont composées, qui sont du gaz, de l'hydrogène et de l'hélium. Donc on peut avoir des objets plus petits qui sont composés d'hydrogène et d'hélium, où il n'y a pas besoin d'éléments lourds finalement.
Tu peux juste revenir sur le géante rouge, là. C'est ça, non? La formation de la géante rouge. Donc, c'est la contraction du Ah oui. noyau. Ouais. Et ce qui forme la géante rouge, c'est. Alors, c'est donc on a le noyau qui se contracte, Ouais. et du coup, en se contractant, le noyau, ça produit de la chaleur à la surface un peu du noyau, et c'est cet excès de chaleur qui va faire dilater, parce que justement, tu chauffes, c'est drôle parce que tu chauffes de l'intérieur. En fait, cette contraction du noyau, elle est plus efficace encore que les réactions thermonucléaires, puisque les réactions thermonucléaires, elles stabilisent juste l'étoile, alors que là, tu comprimes le cœur, Mhm. ça crée de la chaleur, mais un excès de chaleur qui va du coup faire dilater les couches supérieures de l'étoile. Et comment c'est que la gravité ne gagne pas sur les couches? Juste parce qu'il y a de la pression thermique qui est plus forte, parce que justement, tu Ouais, fais un ça. excès de chaleur, comme je disais. La contraction du cœur produit plus d'énergie encore que les réactions thermonucléaires. Donc, il y a deux effets de force de gravité, quoi. Il y en a un sur le noyau. Ouais. Et, Dans tous les cas, la gravité, elle comprime tout le temps. Mais juste dans un cas, eh ben, la pression thermique, elle est pas assez forte pour le cœur, parce qu'il n'y a pas production de chaleur, il y a plus de réaction de fusion nucléaire. Donc ça fait comprimer le cœur, et donc ça produit de la chaleur qui fait dilater les couches externes. d'accord. Il y a deux pressions contraires. Ouais. Et ces jantes rouges, elles ont une durée de vie de combien? Oh, la phase là, ça va entre 200 millions et 300 millions d'années en fonction de la Non, masse mais de l'étoile, en fait. Hein. oui, Rien du tout, ça quoi. reste des jeunes, quoi. Ouais, Oui. ouais, ça reste rapide comparé à 10 milliards d'années qui est la vie de l'étoile. Mais par exemple, on en observe des géantes rouges. Hein. Bételgeuse est une étoile qui est une géante rouge, donc une étoile en fin de vie. Mhm. On en observe quand même. Alors, comme leur durée de vie est courte, on en observe moins que des étoiles qui sont dans leur vie ordinaire, je dirais, dans la force de l'âge. Les astrophysiciens, ils disent que c'est des étoiles sur la séquence principale. Je vous expliquerai ça une prochaine fois pourquoi. Mais parce que les étoiles, on aime bien, vous savez, faire des catégories. Et les étoiles, pendant qu'elles vivent, elles sont sur une phase bien déterminée, théoriquement. Je vous montrerai ça. Et après, au contraire, elles évoluent. Donc, elles ont des périodes de leur vie où elles évoluent, donc à leur naissance et puis à leur mort. Mais sinon, pendant toute leur vie, elles restent assez calmes, finalement. Alors, on a des étoiles qui vibrent un peu, hein. Il y a des étoiles qui font des choses un peu rigolotes, mais elles sont rares. Il va falloir qu'on revienne pour voir tout ça. Ah, mais non, mais en astrophysique, il y a plein de choses, c'est sympa. Hein. Non, dans le temps, dans 200 ou 300 millions d'années, quoi. Ah ouais. Et, Merci pour Ah, toutes pardon. ces infos, en tout cas. C'était très, très intéressant. Merci à vous. Ben, merci beaucoup. Il y a une Moi, question. je vais rejoindre les bras. ce phénomène. Qui c'est qui avait la question? Oui, c'est Marc, je voulais poser une question. Moi aussi, J'ai oui. du mal à faire le lien entre le premier gaz qui va former la proto-étoile. Si j'ai bien compris, ce premier gaz, c'est essentiellement de l'hydrogène. Oui, bah, tout le gaz, c'est essentiellement de l'hydrogène. D'accord? On Donc il va prend se concentrer et Ouais. l'étoile va démarrer. Mais il me semble que tu as dit au début que les planètes se formaient dans le disque, Oui, en même temps. Ouais. donc l'écliptique, le plan d'écliptique. Mais les planètes, notamment la planète Terre, n'est pas fait que d'hydrogène ni Ah non, d'hélium. il n'y en a même pas beaucoup. Non, il n'y en a même pas beaucoup. Du coup, ce matériel-là, il était déjà dans ce gaz qui a formé l'étoile ou il est arrivé d'autre part? Ah non, tout ce qu'il y a quasiment dans notre système solaire, il était déjà dans ce qu'on appelle la nébuleuse primordiale, c'est-à-dire Ouais. le nuage qui a donné naissance au Soleil et aux planètes. Il était déjà là. Mais il faut bien imaginer que les éléments lourds dont on parle, qui vont former ces planètes telluriques, Mhm. c'est une fraction ridicule. C'est loin même d'être 1% de la masse du gaz total, en fait. Hein. Donc, c'est rien du tout. Mais il était déjà là, oui. À l'intérieur de Jupiter, il y a aussi quelques éléments lourds. À l'intérieur de Saturne, il y a aussi D'accord. quelques éléments lourds. D'ailleurs, Jupiter et Saturne ont des satellites. Oui. Hein. Par exemple, Ganymède, Oui. des satellites galiléens de Jupiter, il est aussi gros qu'une planète.
Et Et il est tellurique. il est Oui. tellurique, il est rocheux. Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, on voit bien, même plus loin du Soleil, je dirais, on ne comprend pas bien ça. Hein. On ne Mhm. comprend pas bien pourquoi les planètes telluriques, elles sont proches du Soleil et que là, il n'y a pas de gazeuses. Pourquoi les gazeuses sont loin. On ne sait pas bien si ces positions-là, elles étaient déjà figées il y a 4,5 milliards d'années ou si Mhm. ça a un petit peu évolué. Il y a des théories sur le fait que les planètes pourraient migrer pendant qu'elles se forment. Elles pourraient avoir été formées loin, puis se rapprocher. Voilà, il y a plusieurs théories qui disent. Et aussi une théorie, moi, que j'aime bien, qui dit que, c'est une théorie hein, parmi d'autres, mais qui dit que en fait, l'étoile, elle s'allume. En s'allumant, c'est-à-dire quand elle va émettre de la lumière, elle émet des photons. Les photons, ça fait aussi une pression, vous voyez, ça fait Mhm. lumineuse en quelque sorte, comme si quand on éclairait quelque chose, en fait, c'est comme si on avait des petits grains de photons, vous savez, qui viennent taper ce qu'on éclaire. Donc c'est pareil, en fait, la lumière du Soleil pourrait un petit peu pousser le gaz, parce que le gaz, il est très volatile, il est léger, donc pourrait pousser le gaz qui se trouve près du Soleil, mais bien sûr, tout ce qui est loin, comme Jupiter, Saturne, du coup, là, il ressent peu les effets du Soleil, d'accord, les effets de Mhm. radiation du Soleil. Donc peut-être que le gaz quand le Soleil s'est allumé, le gaz qui se trouvait pas loin du Soleil, il a été un peu poussé vers Jupiter, vers les planètes plus lointaines. Soufflé, quoi. Oui. Soufflé, ouais. C'est pour ça que finalement, Jupiter, qui est la première géante, c'est la plus massive, parce qu'elle a un petit peu récupéré tout le gaz qui a été un petit peu poussé par la radiation solaire. Donc ce gaz qui était un petit peu là déjà avec les planètes telluriques, mais qui a été un petit peu soufflé. Voilà, c'est une théorie. Moi, je la trouve jolie. Maintenant, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres théories un peu concurrentes. Et en tout cas, c'est vraiment un sujet actif, ça, de recherche, de bien comprendre ces disques d'accrétion là, dans lesquels se forment les planètes. J'avais entendu que sur cette formation de planètes, c'est-à-dire les planètes telluriques proches du Soleil et les planètes gazeuses plus éloignées, maintenant qu'on arrive à trouver des exoplanètes, j'avais entendu dire que ce n'était pas forcément le modèle qu'on retrouvait Ouais, exactement. dans les extras. Tu confirmes? Ouais. Oui, il y a beaucoup de Jupiter chaudes, Oui. donc très proches de leur étoile. Donc ça vient complètement contredire ce que je raconte. Mais en fait, il y a un biais statistique, c'est-à-dire que c'est aussi les plus faciles à observer. Ah oui, je Donc en comprends. fait, peut-être qu'il y a énormément de systèmes qui ressemblent aux nôtres, Mm. mais d'observer une Jupiter loin de son étoile, ça c'est très dur à observer. Ouais, ouais. Et Oui, alors, en principe, si on observait une exoplanète, il faut entre 3, 4, 5 masses, même pour la masse de Jupiter. Hein, donc, ouais, c'est des grosses planètes qui sont proches de leur étoile, parce que c'est ce qu'on observe le mieux, à cause des techniques d'observation en fait. Mm. De ça, c'est pas contradictoire avec ce que je viens d'énoncer, parce que d'abord, j'ai toujours raison. Et c'est pas sûr. Hein. attention. C'est une bonne Et aussi parce explication. qu'elle pourrait très bien s'être, ce que j'ai raconté pourrait être vrai, mais les étoiles pourraient migrer. C'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'elles pourraient s'être formées, comme je l'ai décrit, Jupiter assez Les loin. planètes ne migrent pas les étoiles. Les planètes migrent. Ouais, les planètes, ouais, pardon. Donc, elles pourraient, Jupiter s'être formée assez loin, avec le mécanisme un peu que j'énonçais, mais au début de la vie du système solaire, on peut imaginer que la Jupiter se met à migrer, à se rapprocher progressivement du Soleil pour finalement faire ce qu'on observe, une Jupiter chaude qui se trouve très près de son étoile. Moi, je crois davantage à la migration des planètes plutôt que le reste. Mm. Ah ouais, non, mais Puis les forces de gravité des grosses planètes, c'est logique que ce soit déplacé en permanence. Hein. Non, mais c'est pas du tout facile parce qu'en fait, c'est des choses qui sont théoriquement là actuellement, par exemple, hein, on prend le système Soleil, Terre, Lune. Vous voyez, quand on a deux objets, on dit que c'est un système à deux corps. Puis quand il y en a trois, c'est un système à trois corps. Le système Soleil, Terre, Lune est stable parce que la Lune est assez proche de la Terre. D'accord? Maintenant, si la Lune elle s'éloignait trop, en fait, le système à trois corps il est instable. Il se met à évoluer. Forcément, il y a un des trois corps qui est éjecté. Vous voyez? Si la Lune elle s'éloigne trop,
eh bien, la Lune finit par être éjectée. Et éjectée, je vous dis, extrêmement loin hein, du Soleil et de la Terre. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que là, on a quand même les 8 planètes du système solaire. On a le Soleil. Si ça bouge un peu trop, ces objets-là, ils se mettent à interagir gravitationnellement et ça peut vite devenir instable et à faire n'importe quoi. Vous voyez? Ouais. Donc là, pour l'instant, c'est bien. C'est ce qu'on appelle justement de la mécanique céleste. C'est-à-dire que c'est bien réglé. Mais il y a des gens qui disent que on aurait pu avoir un système solaire complètement différent parce qu'il y aurait, avec des toutes petites différences lors de la formation, en fait. Une petite différence à la formation peut induire des différences énormes après. C'est stable à l'échelle humaine, à notre échelle à nous. Hein. Ouais, à notre échelle à nous, ouais. Ça évolue doucement. Ça C'est évolue. petit. Hein, bon. Ouais. J'avais une petite question. Oui. Du coup, est-ce qu'on sait de quoi est composé un trou noir? Bah, en fait, conceptuellement, c'est pas une question qu'on se pose parce que, comment te dire, le principe du trou noir, c'est que c'est tellement massif que tu as ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire que le temps, l'espace, tout ça est mélangé, et même la matière devient juste de l'énergie. Par la loi d'Einstein qui est E égale mc2, tu distingues plus vraiment la matière de l'énergie, le temps de l'espace, en fait. C'est un objet très... Tout ça est mélangé. Et de toute façon, vu qu'il n'y a rien qui peut sortir du trou noir, je dirais, pour moi, c'est même plus du domaine de la science parce qu'on ne pourra jamais comparer avec quelque chose quelque chose de mesurable, en fait, avec quelque chose d'observable. Donc, tu peux imaginer tout ce que tu veux. C'est sympa, je trouve, d'ailleurs, dans le trou noir, parce que ça te laisse complètement libre à ton imagination. Une fois qu'on a passé l'horizon du trou noir, il n'y a plus vraiment de science, en fait. Hein. Voilà. C'est le domaine d'autre chose. Je voudrais savoir. Non, je vous remercie. Ouais. Je voudrais revenir aux étoiles là, quand il n'y a plus d'hydrogène. Le centre se contracte et la zone convective s'évacue vers le large. Alors, est-ce que le processus se renouvelle à chaque fois qu'on change de carburant? Alors, je ne les sais pas dans l'ordre, oxygène, carbone, azote, je dis n'importe quoi. Hein. Est-ce que ça se reproduit à chaque fois? Pour les étoiles massives, oui. Parce que les étoiles massives, elles sont justement suffisamment grosses et massives pour que tu aies d'autres filières nucléaires, en gros. Hein. C'est justement que tu puisses créer des éléments plus lourds. Pour le Soleil, ce n'est pas le cas. Le Soleil, il n'a pas une masse suffisante, par exemple, pour fusionner des éléments plus lourds. Alors, il va faire un petit peu de carbone, un peu d'oxygène, mais très, très peu. Ah oui. Alors que justement, comme je disais tout à l'heure, les étoiles massives, elles, vont aller jusqu'à former le fer. Comme Rigel, par exemple, elle va former jusqu'à du fer. La géante bleue de Rio. Oui, c'est sûr. Et puis elle fera, et une fois qu'elle aura un cœur de fer, ça va exploser pour faire une supernova. Et c'est dans le cœur d'un supernova qu'on aura les éléments plus lourds. Alors le cœur de la supernova, ça fera les étoiles à neutrons ou les trous noirs. C'est dans l'enveloppe, dans tout ce qui est éjecté, en explosant. Que les éléments plus lourds. On aura des éléments plus lourds qui vont être éjectés dans l'espace pour faire. Normalement, je dois avoir quelques jolies photos, mais il faut que je les retrouve pour faire justement des nébuleuses. Assez jolies, il y en a quelques-unes qui sont connues, comme la nébuleuse du crabe, ou voilà, qui sont des nébuleuses qui est du gaz très chaud parce qu'il est éjecté lors de l'explosion justement en supernova et qui fait des très belles images avec des couleurs. Et là-dedans, il y a des éléments lourds. Et là-dedans, il y a des éléments lourds. Ouais. Donc des radioactifs qui fissionnent alors. Alors, pas qui fissionnent, hein, il n'y a pas de. Enfin, oui, sans doute. Comme l'uranium. J'avoue que je ne sais pas trop, mais c'est vrai que ça dépend de la durée de vie de ces éléments. Il y en a forcément qui sont radioactifs et qui changent très rapidement, parce qu'ils ont une durée de vie qui est courte, qui changent rapidement pour devenir un autre élément, oui, sûrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. Merci à toi. Merci. Merci, Loïc. Et puis continuer à essayer.